Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va discuter du procès de la SEC contre Coinbase qui est sorti hier. On va discuter du timing, de qu'est-ce qu'il y a dans ce procès, etc. On va surtout faire de l'action de prix parce qu'on a eu un joli rebond derrière. Donc du coup, on va analyser un petit peu ça et puis on va, je pense, passer un petit peu plus de temps sur la liquidité pour voir un petit peu où on en est. On est là sur le Bitcoin face au dollar en daily. J'en profite pour vous dire de mettre un like, c'est super important. Mettez un like, même si vous êtes sur une télé, prenez le téléphone, cherchez la vidéo, mettez un petit like. Ça pousse vraiment les vidéos vers le haut. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui fonctionne, le fait de vous rabâcher, de mettre des likes malheureusement. Donc du coup voilà, si vous aimez bien le contenu, n'hésitez pas. On est là sur également le Discord dont vous avez le lien en vidéo et globalement on est toujours dans ce biseau. Donc on a eu effectivement comme attendu un rebond ici en bas du biseau. Globalement également on s'est fait rejeter comme attendu par cette ligne ici qui est à la fois une ligne 1 heure mais on pourrait même la noter comme une ligne daily, vous le voyez là ici. Chaque fois qu'on essaye de clôturer une bougie au-dessus de cette ligne qui est à 26 210 $, je dirais même 26 230, 26 231,24 très exactement, on n'y arrive pas. Donc là on a une très jolie défense des vendeurs. Maintenant il y a un moment donné où à force de taper au carreau 6 jours de suite, on va peut-être passer au travers. La deuxième chose également, c'est que le support il est là. D'accord, le support du moment en daily, il est à 26 544. Vous voyez ici qu'on fait une mèche en dessous, ça c'est du daily. Ici on fait une mèche tout pile dessus. Ici on fait une mèche très légèrement en dessous. Ici pour moi c'est une mèche parce que je vous rappelle que pour moi on clôture un niveau que quand on a le corps d'une bougie entière sous ce niveau-là. Donc c'est mon critère de décision. Et vous voyez ici que ça n'est pas le cas. On est passé en dessous, on a méché assez fortement avec une clôture, mais derrière on a réintégré fabuleusement hier ce niveau. Personnellement, j'ai super bien performé, en tout cas dans cette structure-là, et là où c'est relativement paradoxal, c'est que en fait, j'ai plutôt joué du long en position préférentielle. Par contre, j'ai toujours joué la structure, c'est-à-dire que ici, je suis toujours sorti, je me suis toujours hedgé avant que la structure ne me mette à mal. En l'occurrence, ici, le point de rejet, encore une fois, il est logique, surtout si je parle en 4 heures, parce qu'on avait cette trend ici qu'on avait mis en avant hier et qui effectivement rejette le prix sur le 4 heures. Cela dit, donc vous voyez ici on a pris une bougie de distrib à une bougie de distrib, d'accord, c'est comme ça qu'on fait quand on est en descente. Et en bas ici je viens de vous mettre cette 4 heures qui est une bougie d'accumulation à une bougie d'accumulation. Donc ce qu'on veut c'est tenir ça et péter ça. En l'occurrence si on pète ça et qu'on tient ça, eh bien on a ici un biseau en élargissement descendant. Target d'un biseau en élargissement descendant égale la totalité de la figure, l'amplitude totale reportée au point de cassure. Pour le moment on n'a pas de cassure, donc on va imaginer que le point de cassure se fait par ici, qu'on tient la trend, et en l'occurrence ici vous voyez qu'on est à peu près à 30 300 $. Donc j'aurais tendance à être plutôt haussier sur le contexte actuel. Maintenant j'ai tout à fait mes critères de décision ici, c'est-à-dire si jamais on a un nouveau rejet, qu'on vient ici continuer cette structure qui est baissière, encore une fois il faut quand même ici avoir en tête que la structure est baissière, et bien à ce moment là je vais pas rentrer, et puis à ce moment là je réattendrai qu'on soit à nouveau au contact du biseau pour venir éventuellement chercher ça. Si vous êtes plutôt positionné sur du short, personnellement j'aurai un premier TP autour des 25,2, un deuxième à peu près dans cette zone 24,4 et un TP final entre 22,5 et 23 300. Voilà dans l'idée, c'est-à-dire qu'en fait on resterait dans cette structure descendante quelque part comme ça. Voilà, en gros c'est l'idée. Vous avez même une temporalité ici, admettons qu'on touche la target finale, ça pourrait se faire quelque part autour du 14 juin. Pour moi le contexte est plutôt bon. Maintenant est-ce qu'on est déjà en train de vendre en fait finalement la bonne nouvelle à laquelle on s'attend, à savoir un pivot de la Fed? Je suis pas sûr. En général ça se passe plutôt quand même les jours juste avant. Maintenant on peut tout à fait vendre pendant un certain temps, faire entre guillemets ce type de structure jusqu'au 14 juin, et finalement la news sort et là on se propulse sur l'achat. En général c'est plutôt l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur des petits rallyes jusqu'au 14 juin et on est plutôt, la bonne news sort et là on est en train de la vendre. Maintenant parfois c'est un petit peu tricky toutes ces choses là, donc il faut surtout pas hésiter à se hedger. Donc juge de paix pour moi 26 231 $ en haut. Juge de paix pour moi, une vraie clôture assez longue, notamment je pense sur une time frame à peu près 4 heures, sous les 25,8.
qui voudrait dire qu'on continue tout simplement la structure. Pour vous dire exactement, oui c'est ça, c'est une 4 heures, ouais, en gros à peu près 25,8, ouais c'est ça, on est légèrement en dessous. Vous voyez, si je prends celle-ci là, je vais y arriver. Puisque ça c'était un niveau de résistance en 15 minutes, en l'occurrence que je la tire quelque part par ici. Voilà, il faudrait être un petit peu plus précis, que je la transforme en 4 heures, level fermé. Voilà, on a eu ce double bottom ici, qui est un petit peu en descente, mais qui est plutôt propre. Donc voilà, niveau bas, on va dire que c'est 25 684. Niveau haut à passer, 27 8. Globalement, certains pourraient y voir un range, c'est-à-dire que on a toute cette structure qui est une structure de range. J'ai une déviation en haut, j'ai une déviation en bas, d'accord? Maintenant, le range doit trouver sa sortie vers le haut ou vers le bas. En général, attention à ça, parce que si vous considérez ça comme un range, moi en général, je considère que les ranges sont des structures de continuation, c'est-à-dire qu'on imaginerait plutôt une sortie baissière de ce range, ok? Et globalement, si je vous montre les deux niveaux, en daily, vous avez celui-ci qui est très important. Hein. Si on fait une bougie daily en dessous de 26, on va mettre un niveau, même ça sera peut-être plus précis ici. Et on va le mettre en daily. Voilà. 26 397, et à ce moment-là, vous aurez ce niveau daily 26 397 qui va être perdu. Donc là, nécessairement, ça veut dire qu'on va autour des 22-23. Voilà pour l'idée. Personnellement, moi je suis plutôt haussier. D'ailleurs, j'ai joué pour une bonne partie plutôt du long dans la zone. Et personnellement, ce que je joue pour le moment, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Biseau en élargissement descendant. On fait derrière la montée, on se fait repousser une dernière fois par le biseau et derrière rotation partielle pour repartir. Donc là, voilà, moi je suis plutôt sur ce type de structure-là que sur autre chose. Maintenant, pour le moment, encore une fois, j'ai pris ce long-là et j'ai juste laissé courir un runner. Donc je suis pas en train de re-rentrer comme un malade ici dans cette zone-là. J'attends de voir éventuellement des structures dans des timeframes plus petites. Timeframes qu'on viendra regarder plus tard dans la vidéo. On est déjà à 7 minutes, on a fait 7 minutes sur Bitcoin. Ethereum contre Bitcoin, c'est toujours aussi propre. Vous voyez qu'on tient super bien cette petite structure là ici en 4 heures, structure d'accumulation. On passe au travers de quelque chose de plus vieux qui était ici, là, d'accord. Ici, 1, 2, et là on est en train de passer au travers. Donc pour moi, ça c'est plutôt encourageant. Maintenant, si je prends ces niveaux-là en daily, est-ce que la trend oui, elle est perdue. Hein. Si on le prend en daily, c'est plutôt propre. Si on prend cette trend-là comme étant du weekly, et vous voyez qu'on est quasi dessus, il faudra attendre la fin de la semaine avant de statuer, mais globalement, peut-être qu'on est en train de bouffer cette trend de distribution ici. Donc comprenez bien que sur Ethereum contre Bitcoin, qui pour moi est vraiment une charte super importante, et ici, ça fait depuis 2019 qu'on est dans cette trend d'accumulation et qu'elle tient, d'accord? Ici en weekly, on a une superbe trend et là, vous voyez qu'on est toujours dedans et au-dessus. Donc en l'occurrence, ça c'est extrêmement propre. Elle est peut-être pas super bien posée, mais ça c'est ultra propre, d'accord? Donc ce que j'ai là, personnellement sous les yeux, alors peut-être qu'elle est mieux posée sur le deuxième, non même pas. Bon, ce que j'ai là sous les yeux, en tout cas pour moi, c'est extrêmement propre. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire peut-être une tasse séance sur Ethereum contre Bitcoin et une surperformance dans le futur éventuel de Bitcoin. Maintenant, on n'aura pas de confirmation avant les 0,080 là-dessus. Par contre, on le voit aussi, on le voit très bien sur l'Ethereum dominance. La même trend, la même chose, exactement. Ça fait depuis 2019 qu'Ethereum est en train d'être sur cette trend d'accumulation là. Et là, par contre, on est pile poil au niveau de la dominance. Sur le plateau, si on arrive à vraiment clôturer une vraie semaine en dessous, à vraiment péter, à faire une accélération, un peu sur le modèle qui avait échoué là malheureusement, d'ailleurs je m'étais fait avoir, je me rappelle très bien, par cette cassure-là, et bien un petit peu sur le modèle de ça, mais en mode réussi, et bien à ce moment-là, on pourrait avoir une très belle Ethereum Season. Je viens d'inventer le terme d'ailleurs. Ethereum contre le dollar, et bien qu'est-ce qu'on a à dire sur Ethereum contre le dollar ? Pas mal de choses. On en a déjà pas mal parlé hier et j'avais fait une vidéo dédiée. Alors en weekly, on voit très bien les niveaux ici, hein, vous le voyez, 1820, hein, il ne faut pas clôturer, faire une bougie entière en weekly en dessous des 1820. C'est à peu près le niveau daily exactement aussi. Globalement, vous voyez ici le niveau rouge en daily là, qui est là. C'est celui sous lequel Ethereum ne veut pas tout simplement perdre sa structure. Donc du coup, ce niveau de clôture qui est là en rouge ici, et le niveau haut, le niveau bas, pardon, le niveau haut, il est ici.
Et il a été effectivement clôturé au travers de toute cette déviation-là. Mais voilà, pour moi, sinon, Ethereum, et ça, pour moi, c'est juste une mèche. Pour moi, Ethereum est peut-être ici même en train de... Si on continue à jouer le range, par exemple, sur un point sur lequel il devrait être vendu, mais je pense que de mon côté, ça va péter, tout simplement pour les raisons que je vous ai montrées, c'est-à-dire une surperformance d'Ethereum contre Bitcoin et des points tactiques sur l'Ethereum dominance qui sont extrêmement intéressants. Le niveau à ne pas perdre, il est à 1743, c'est le gros niveau que vous voyez ici. Si jamais on vient attaquer une bougie entière en daily sous ce niveau-là, vous voyez que ça n'a jamais été chose faite. Hein. Ici, on n'a pas attaqué, on n'a jamais fait de corps de bougie en deçà des 1740 et ça depuis février 2023. Eh bien, Ethereum ne peut que très bien se porter. La grande structure sur Ethereum, elle est toujours bien entendu baissière, vous le voyez ici, hein, voilà, donc la logique de la structure, ça serait éventuellement de venir perdre ce fameux niveau justement, celui qui est là, d'accord, mais cela dit, moi je pense qu'on est plutôt en train de tenir ici quelque chose de haussier, peut-être une structure de retournement, et si vous jouez que la structure, vous allez avoir du mal à être rentable, parfois il faut être un peu plus intelligent que ça. Ce que je vais vous mettre en avant aussi, c'est cette daily, sur laquelle, je ne sais pas si on la voit bien, voilà, ici, sur laquelle on rebondit relativement bien. Alors là, on vient pas tout pile, mais bon, voilà, on est quand même assez proche. Donc ça, je trouve que c'est un truc relativement intéressant sur lequel Ethereum peut s'appuyer pour éventuellement venir compresser. Qu'est-ce qu'on compresse en ce moment? Vous comprenez qu'on compresse ici entre cette distribution-là et cette accumulation-là. D'accord? Vous le voyez, là, je vous ai dessiné le triangle. Il est comme ça. Ethereum veut nous dire, il est dans une indécision, et il va bientôt nous dire s'il va en haut ou s'il va en bas, ok? Là où c'est intéressant sur Ethereum dernièrement, je trouve, c'est que à aucun moment il n'a été cité par la SEC dans les histoires de procès, etc. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur Ethereum? J'avais un truc super important à vous dire. Je sais plus, mais en tout cas oui, on a aussi cette trend là qui est beaucoup plus weekly, hein, qui est beaucoup plus dans une grosse time frame, vous le voyez, la verte ici, qu'on peut venir revisiter également tout en retouchant le niveau. Donc ça peut être vraiment un truc super intéressant à faire, c'est-à-dire revenir toucher les 1736, prendre la liquidité très légèrement en dessous, revenir tester avec une mèche ici cette zone là, et puis finalement derrière repartir vers le haut. Personnellement, j'ai une target sur Ethereum qui est entre 2400 et 3400 $. Donc à partir de là, je me retrouvais, et j'ai notamment un gros TP autour des 2006, je me retrouverais peut-être positionné à la vente. Ça ne veut pas dire sur la totalité de mon portefeuille, bien évidemment, mais en tout cas sur mon portefeuille d'investissement, dans toute cette zone ici, je lâcherai un petit peu d'Ethereum, tout simplement pour, au cas où, derrière, on soit sur une continuation de la baisse globale de tout ce niveau. Et juste sur un rallye de soulagement finalement en très long time frame, le fait qu'on soit juste sur une B, d'accord, et que là derrière on enchaîne une C. Je pense pas que ça soit le cas nécessairement, mais en tout cas il faudra bien évidemment ici jouer l'éventualité de ce scénario, notamment quelque part autour de 2600 $ si jamais on y va. Derrière, on a fait ici une très grosse analyse technique, en tout cas je pense, juste sur la price action. Vous voyez qu'on n'a pas allumé l'indicateur ou quoi que ce soit, on a juste regardé le prix en l'occurrence et les niveaux de résistance, etc. C'est souvent les systèmes de trading les plus simples qui sont les meilleurs. Je fais parfois du momentum, mais en général j'ai tendance à privilégier le momentum sur les grosses time frames. J'ai pas vraiment ici d'intérêt à aller voir le momentum sur les très petites time frames, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup moi le RSI stochastique, pardon excusez-moi du coup je zappe. J'aime beaucoup le RSI stochastique sur du daily par exemple, mais je préfère encore une fois utiliser le momentum plutôt sur du weekly pour voir des grands mouvements, des grandes tendances, parce que le momentum on préfère qu'il soit lissé par une très longue moyenne plutôt que d'être haché comme on peut avoir ici parfois sur le Bitcoin. En ce qui concerne la news, eh bien des news autour de l'Ukraine, mais on fera peut-être une vidéo dédiée dans les jours prochains. Je ferai également une vidéo sur l'inflation. Bien évidemment, le procès sur Coinbase, vous avez dû en entendre parler depuis hier. Donc suite à Binance, la SEC attaque également Coinbase. Coinbase fait une très jolie réponse. Alors le procès de Coinbase, pour résumer, c'est le même que celui contre Binance, sauf qu'on n'a pas d'allégation de wash trading, on n'a pas d'allégation d'utilisation des fonds des utilisateurs, on n'a pas d'allégation, donc en gros c'est le même, mais globalement beaucoup moins quand même péchu, puisque on est ici sur quelque chose où tout simplement on dit bon, vous avez mis sur le marché des securities et c'est tout.
Ce qu'il est intéressant de voir, c'est d'abord le timing. Le timing ici, et je vous invite à rejoindre la chaîne sur Twitter, CryptoSignal, sur lequel je retweet toutes ces informations-là. Eh bien, le timing, c'était pile poil le jour où Coinbase était en train de faire un témoignage devant le Congrès sur le projet de loi. Il y a un projet de loi républicain qui est justement la clarification de qu'est-ce qu'une security et qu'est-ce qu'une commodity. Je ne vais pas réexpliquer à chaque fois ici, si vous allez trouver ici dans les vidéos, ou en tout cas essayer la différence entre SEC et CFTC, vous devez théoriquement la comprendre si vous suivez la chaîne à ce stade, mais globalement c'est beaucoup mieux d'être avec la CFTC. Donc une commodité. Beaucoup sont considérés par des securities comme la Fed, mais la Fed ne décide pas qui est réellement une security ou pas, et malheureusement du coup en ce moment elle fait des procès à tout va pour dire aux différents acteurs qui est une security ou qui ne l'est pas. Coinbase a attaqué la SEC il y a peu, et normalement d'ailleurs la SEC doit donner une réponse dans les 7 jours qui arrivent sur qu'est-ce qu'une security et qu'est-ce qu'une commodité justement. Donc en l'occurrence ici on comprend que Coinbase que la SEC fait des procès à tout va, mais elle-même n'est pas capable de dire quel test on doit utiliser, comment ça se passe, etc. Et en l'occurrence ce que je vais vous montrer ici c'est la réponse de Coinbase que je trouve quand même assez intéressante et qui est de dire d'une certaine manière par les nombres, le nombre de fois où nous avons mentionné stacking dans notre rapport S1, c'est quand ils ont introduit en bourse 57 fois. Le nombre de fois où nous avons eu des rendez-vous avec la SEC, c'était une trentaine de fois pour en parler. L'année où le test a été écrit pour déterminer la différence entre sécurité et commodité, c'était 1946. Le nombre de jobs qui sont potentiellement menacés, c'est 1 million. Les pays dans lesquels il y a de la régulation crypto qui est accommodante, 33. Et le nombre de lois accommodantes aux États-Unis qui est de 0. Donc ici, voilà, vous voyez, il y a un hashtag même Stand with Crypto qui s'est mis en place. Donc globalement, 57 fois, il a été mentionné qu'ils utilisaient du stacking dans leur rapport. 30 fois, ils ont eu en 2022, 30 fois, ils ont eu des rendez-vous avec la SEC. 90 fois, c'est le nombre d'assets qu'ils ont refusés parce qu'ils n'étaient pas... Coinbase a refusé certains assets en disant vous n'êtes pas dans les legal standards, dans les niveaux, dans le standard, on va dire, légal de ce qu'on peut proposer nous. Donc, en gros, Coinbase qui se dit on doit updater le système absolument et très rapidement. Ici, on a eu des rumeurs aussi comme quoi les assets de Binance US, donc aux États-Unis, on ne parle pas ici de Binance.com, de Binance Europe ou quoi que ce soit. Binance n'a aucun problème en France puisqu'il est PSAN, il est prestataire de services d'actifs numériques, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc du coup, il est tout à fait vérifié par l'autorité des marchés financiers, etc. en France. Mais par contre aux États-Unis visiblement on parle de freezer les assets de Coinbase. Quand on parle de freezer les assets de Coinbase, en tout cas à mon sens, de ce que j'en ai compris, ça ne veut pas dire freezer les assets des customers, des clients. On parle de freezer les assets de CZ et de Binance, en l'occurrence, ce qu'ils ont comme BTC en balance. En tout cas, de ce que j'en ai compris, c'est ce qui se passe. Maintenant, il y a des grosses vagues de retrait. Si on regarde ici les exchanges, les balance on exchange, Coinbase a perdu depuis hier 13 567 Bitcoin sur un total de 534 000, donc c'est pas énorme. Coinbase, je disais Coinbase, c'est Binance. Et en l'occurrence ici, 641 Bitcoin de plus pour Coinbase, malgré le procès. Donc d'une certaine manière, on va dire que c'est important, mais c'est pas non plus inquiétant. Vous voyez que sur les 30 derniers jours, on avait eu un retour des Bitcoin sur Coinbase de 130 000 Bitcoin, donc à la fois un tiers de ça. Donc finalement, aujourd'hui, la crypto rigole un petit peu de toutes ces attaques de la SEC. Par contre, ce qu'on essaye de faire ici, c'est des actions coordonnées qui vont peut-être essayer de venir plomber le petit rallye qui est en train de se mettre en place, par exemple, ou en tout cas, ce qu'on est en train de voir potentiellement, c'est bien évidemment quelque part des républicains qui sont, on va dire, pro-crypto et des démocrates qui sont anti-crypto. En tout cas, on voit peut-être ça se dessiner pour l'horizon des 2024 au niveau des élections. Est-ce qu'on est pro ou anti-crypto? Des républicains qui sont plutôt, moi je défends ma liberté, mon flingue,
fringues, et puis la crypto, et puis derrière des démocrates qui disent non, nous on pense qu'il faut faire la guerre, garder un dollar qui va être la monnaie du monde, etc. Et puis que du coup, donc bien entendu républicains plus isolationnistes, démocrates un peu plus expansionnistes, et voilà, derrière, après c'est même pas nécessairement une donnée, mais bon voilà. Pas grand chose d'autre en termes de news crypto, c'est déjà suffisant. Ici vous le voyez, les futurs qui sont plutôt flat, juste après que le SP500 ait fait sa plus grosse clôture depuis août. Calendrier économique, ça sera le 13-14, hein. Le 13 c'est le CPI, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Le 14 bien évidemment le meeting de la Fed et les annonces de hausse de taux ou de pause. Et ici on nous dit de la part de Goldman Sachs, l'intelligence artificielle peut booster le S&P encore un petit peu, et voici de combien. On va faire la liquidité, mais juste avant ça, comme d'habitude sur la chaîne, la page de pub avec nos partenaires, les exchanges, etc. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens, et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo, et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots, et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation, et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID, et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira, et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Allez, on passe sur la liquidité, 139 millions de liquidés hier, donc une journée plutôt péchue, avec quasiment 100 millions sur Bitcoin et Ethereum, donc un peu plus des 2 tiers, donc c'est relativement conséquent. On voit qu'en ce moment, Bitcoin et Ethereum, excusez-moi, donc Bitcoin et Ethereum les 2 tiers, donc c'est suffisamment important pour le noter. Et puis derrière on va voir le carnet d'ordre. Alors le carnet d'ordre, vous voyez qu'on a mangé pas mal d'ordre à l'achat, hein. Vous le voyez ici, peut-être quelque chose comme 6 ou 700 Bitcoin sur ce drop. On a encore des ordres ici qui étaient en attente, et pour plus ou moins pour le moment le prix nous a donné un double bottom, en tout cas sur le spot. Vous voyez que là où sur les futurs on a peut-être enfoncé un peu plus, non, on a enfoncé légèrement plus sur le spot aussi, mais on n'est pas allé chercher ces ordres d'achat pour le moment en tout cas. Des ordres à la vente qui étaient ici et qui ont été annulés. Vous voyez qu'au moment où le prix remonte, finalement ces 200 bitcoins n'ont pas été vendus. Et puis là on a quelques ordres à la vente, une centaine de bitcoins autour des 27 000 $ et 95 bitcoins autour des 27 600 $. Les marchés en levier, je vous ai déjà fait les niveaux parce que j'avais besoin de les regarder ce matin, et donc du coup j'ai un peu avancer l'histoire là-dessus, et globalement d'une manière générale
Eh bien, les niveaux, on a pour moi des niveaux relativement sporadiques en short et plutôt par contre du long qui s'accumule. Ici, vous vous rappelez que si vous avez vu la vidéo hier, en gros, on avait à peu près noté un niveau par ici et on avait noté ce niveau-là comme étant à prendre. Les deux ont été pris et derrière, pour moi, ce qu'il est en train de se profiler, c'est potentiellement quand même un peu plus de short que de long sur ce mouvement. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, j'ai une latéralisation du funding, mais j'ai un prix qui descend, donc ça me fait me dire qu'il y a plus de longueur que de shorter, en tout cas au moins sur ce drop là, pas forcément sur toute cette zone ici, où c'est plutôt l'inverse, vous le voyez ici, j'ai plutôt du funding qui descend et un prix qui monte. Donc on va dire on pourrait éventuellement voilà, rajouter ce point là à venir chercher en short. Donc voilà, pour moi ça reste un petit peu baissier en tout cas sur le court terme, cela dit pas tellement sur la fin, c'est ce qu'on va voir éventuellement plus tard avec les poches de liquidité, c'est-à-dire pas tellement sur les dernières heures. J'y arrive. Ethereum USDT Binance, je pense que je me suis trompé, ouais. Ethereum USDT perp. Voilà. Alors, sur l'Ethereum, qu'est-ce qui s'est passé? Même chose, mais avec un peu moins de long. Vous le voyez ici, on est sur des niveaux... Alors ça, pour moi, c'est un bug. Hein. C'est à ne pas prendre en compte. Parfois, il y a un peu des petits bugs sur Coinalyze. Bon, ça marche bien et c'est gratuit, donc on va pas trop leur en vouloir. Voilà, moi, personnellement, il y a des choses gratuites que je trouve vraiment bizarres et que j'aime pas du tout. Par exemple, Blockchain Whisperers ou Kingfisher, c'est des choses que j'utilise pas du tout. Vous voyez que sur iBlock, j'utilise en utilisant iBlock, j'utilise du payant, mais en tout cas sur Coinalyze, j'ai vraiment confiance puisque les infos de funding ne sont pas pipées, hein, ce sont des infos qui sont publiques, et les infos d'open interest ne peuvent pas être pipées non plus, c'est des infos qui sont publiques. D'ailleurs, si vous allez sur votre exchange et que vous allez voir les contrats, vous verrez le funding et vous verrez également l'open interest. Donc voilà, pour moi, il n'y a aucun problème avec ces données-là. Cela dit, un peu moins de long que de short sur Ethereum. Par contre, on est sur Ethereum, pour moi, très légèrement plus shorté que longué. On va voir ça sur les poches de liquidité et d'une certaine manière, les poches de liquidité, qu'est-ce qu'on va voir? On voit que oui, effectivement, il y a un peu plus de longueur que de shorter sur Bitcoin. On est désormais à 7,39. On a culminé ici quelque part autour de 9 milliards à peu près, 9,61. Et puis là, on est en train de bouffer du long. Donc, on a assez peu pour l'instant de short, vous voyez, qui se rallonge. Pour moi, le sentiment est un peu trop bon là, peut-être. Et peut-être qu'on peut baisser encore un petit peu pendant un certain temps jusqu'à ce que, à nouveau, le sentiment se retourne et qu'on ait plus de shorter que de longueur. Cela dit, c'est pas énorme. On n'est pas encore aux 15 ou 20 milliards auxquels on était ici. On était à peu près à 15 là par là, il me semble. J'y arrive. 13,36, voilà, vous voyez qu'on est plutôt autour des désormais 7,39. Donc attention à ça. Attention à ça, ça veut dire que peut-être que dans la zone de rebond, ici, on a un peu trop de monde qui s'est faxé. Par contre, depuis que le prix ici s'est arrêté sur la fameuse résistance dont je vous parlais, qui est autour des 27 231, on a méché au-dessus, mais voilà. Eh bien, en l'occurrence, on a peut-être un petit peu de short qui est en train de se remettre en branle, même si là, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de short que de long. Encore une fois, sur ce petit rebond-là, on peut voir d'ailleurs que le delta diminue très légèrement. On passe sur Ether en termes de 5 jours poche de liquidité, toujours. Ether, vous voyez qu'on est plus proche de l'équilibrium, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être un petit peu moins de long et surtout une bonne partie a quand même été liquidée par à la fois ce bottom là. On avait été moins longué déjà sur le bottom en partie, donc vous voyez que le deuxième bottom est plus haut que le précédent parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher la liquidité en dessous en gros. Hein. Et ici, alors oui, on a peut-être quelque chose sur Ethereum à venir chercher autour des 1822, hein, une nouvelle fois, c'est encore un chiffre qui fait sens. Ici, vous le voyez, en gros, en l'occurrence, si je compte les x100 et les grosses bulles, hein, c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Vous voyez ici, le x100, il a été pris. Les deux grosses bulles ici, elles ont été prises. Celle-là a été prise également. Celle-ci est prise. Celle-ci également est prise. La seule qu'on n'est pas venu chercher, c'est peut-être le grand gagnant hein, de la semaine, c'est celle-ci au 1818. Donc voilà, peut-être un x100 à venir chercher quelque part ici au 1818 pour 88 millions de dollars en position leveragée. Ça fait à peu près 1 million. La 12 heures sur Bitcoin.
Alors oui, effectivement, on avait dit que sur le petit rebond là, on avait peut-être eu plus de short que de long, et vous voyez que c'est le cas. Sur la 12 heures, on est un petit peu plus shorté que longué, donc à court terme, ça peut pousser le prix un tout petit peu plus haut. Sur la une semaine, vous voyez qu'on a une très belle poche de liquidité au-dessus, hein, à 28 250, 28 300, on a vraiment quelque chose à venir chercher, peut-être potentiellement jusqu'à 29, et par contre on a un truc à venir faire sous les 24 100 $ également, sauf encore une fois à laisser gagner ces gens-là. Ensuite, quand on regarde là un mois, eh bien on a pris quand même une bonne partie de la liquidité ici qui est en haut, et quand on regarde là un mois, on a quand même plus de liquidité autour des 24 000 que au-delà des 29-30 000, donc pour l'instant, le prix est entre deux eaux, mais on sous-entendrait sur là un mois qu'on est plutôt baissier. Personnellement, j'aurais tendance à dire que sur du long, on a peut-être une bonne partie de ces positions qui ont fermé position ici, en tout cas sur la 1 mois. Je le dis assez souvent, je dis que la 1 mois est souvent moins pertinente que la 7 jours. Vous allez pouvoir prendre peut-être un long swing sur 7 jours, mais vous allez rarement rester en position en levier x100 sur 1 mois. Ici plus sur Ethereum de short que de long également sur les 12 dernières heures, donc même analyse que Bitcoin. Sur la liquidité fraîche, on a peut-être quelque chose à venir chercher légèrement au-dessus. Sur la 7 jours, c'est relativement propre également pour revenir jouer avec les 1950 $. Attention avec les 1006 derrière qui guettent, et vous voyez que quand je vous expliquais ici, là ça fait 2 jours à peu près, hein, c'est ça, on était le 5 là. Quand je vous expliquais que ce que j'aime pas trop, on va dire, c'est cette zone qui se densifie là, et ce que j'aime pas trop, c'est le fait que on traîne un petit peu trop ici dans la zone. Pourquoi ? Parce que ça pourrait vouloir dire sur Ethereum venir taper juste une mèche de liquidité, par exemple, soit venir taper une mèche avant en haut aux 2000 $ et ensuite carrément dropper tout de suite aux 1007. Soit ça peut dire que si cette zone devient réellement jaune, on pourrait revenir retaper au carreau des 1007 tout de suite. Donc voilà, attention à ça, et bien évidemment sur Ethereum, le sentiment est shorté, on est shorté, hein, comprenez bien la 7 jours ici, voilà pour moi, pardon, oui, je suis toujours sur la 7 jours là, oui c'est ça, on est plus shorté que longué, mais vous voyez que toute cette zone se densifie, et au plus on traîne dans tout ça, au plus eh bien, on va densifier cette zone qui se trouve finalement assez proche du prix. Là, un mois sur Ethereum, même si encore une fois je trouve que c'est relativement limité en termes de pertinence, eh bien vous voyez qu'on est entre deux eaux, quelque part entre 1006 et 2000 $, et globalement là on est tout à fait dans la zone. Sur là un mois, bon, on n'a pas grand chose à dire. On repasse sur le Bitcoin et on va faire la petite time frame. Le 4 heures, on en a déjà parlé je crois, on a un support 4 heures ici, et là on a une zone 4 heures qu'il va éventuellement falloir revenir redépasser. Le 1 heure, désolé, la charte est un peu chargée, mais bon voilà. Le 1 heure, on voit très bien ici le double mouvement. On vient tendre l'élastique très fort dans un sens, on fait un double bottom et on revient tendre l'élastique dans l'autre sens. Malheureusement, on n'arrive pas à faire le saut de grenouille qui nous permet de passer cette fameuse résistance ici. Ok ? Cela dit, on est peut-être en train de reprendre un peu de souffle pour éventuellement y aller. Ça peut être une possibilité. Sous-entendu, une épaule, tête, épaule inversée. D'accord ? Auquel cas, si on casse à ce moment-là, je prends un peu les devants, mais je vous dis que la target en 1 heure, elle est relativement simple à trouver. C'est une nouvelle fois une balançoire. Hein. On n'invente rien. En trading, c'est pas extrêmement compliqué, le chartisme. Avec une target autour des 29,2. Si jamais on fait ça, si jamais on le fait pas, donc bien évidemment comprenez bien qu'il y a un si là, hein, c'est-à-dire passer sous cette fameuse droite des 27 240, et à l'inverse, on peut tout à fait ici continuer en 1 heure, plutôt continuer la structure 4 heures qui est celle-ci, hein, bien évidemment. Ici, je ne suis pas uniquement haussier, voilà, je vous donne ici les critères qui peuvent vous dire, on va plutôt aller chercher dans ce sens-là, ou alors dans ce sens-là. Sur la 15 minutes, on est très légèrement haussier, vous voyez, on fait un petit creux ici qui n'a pas été attaqué d'ailleurs. Ici, là, il y a peut-être quelque chose à venir retest autour des 26,2. Si on doit combler ce gap là, mais vous voyez qu'il a été en partie comblé par ce niveau là et qu'on a rebondi pile sur le niveau daily, donc c'est plutôt propre à ce stade. Et en l'occurrence, quand je reprends ici vraiment la fin de la 15 minutes, on est très légèrement baissier, d'accord ? Donc on a poussé fort sur la 1 heure, on est désormais dans une correction. Est-ce que là on est en train de faire quelque chose qui nous dit que on va continuer à tenir la structure 4 heures qui est celle-ci, la ligne de tendance? Est-ce qu'on va être porté par cette charpente, ou alors est-ce que la charpente va s'écrouler
Telle Notre-Dame sous les flammes, et est-ce qu'on va se retrouver à nouveau à revenir tester une nouvelle fois cette fameuse zone des 26 à peu près, hein, quelque part par là. Donc on était sur la 15 minutes, là on voit très très bien, moi je trouve, la structure, ce qui s'est passé, hop, le fait qu'on revienne rechercher ici, on se fait repousser pour le moment. Est-ce qu'on va réussir ici à reprendre un peu de souffle et à dégager par le haut ou pas? Personnellement, pour moi, pour l'instant, le juge de paix, c'est à la fois ce niveau-là, c'est-à-dire cette trend, et puis le juge de paix, c'est bien évidemment toujours ce fameux niveau ici en daily, ne surtout pas faire une vraie bougie en entière en deçà des 26 397 $. On n'est pas venu toucher ah non, ça c'était une zone de vente logique, autant pour moi. Si éventuellement on pouvait regarder jusqu'où a corrigé ce mouvement, hein. Encore une fois, là on va utiliser des fibos, on prend le haut du mouvement, on se met en bas. Mes fibos sont en inversé, moi, donc ne vous offusquez pas. Zone de rechargement, elle est ici. Et théoriquement, on s'attendrait à venir tester le 0,50 à minima. C'est-à-dire exactement ce qu'on a fait. En l'occurrence, corriger la moitié de cette fameuse hausse. On est venu toucher à peine ce qu'on appelle l'équilibrium, le 0,50. Et puis derrière, on se retourne. Alors, on peut très bien ici venir chercher la zone de rechargement que j'ai mal identifié. Ici, on serait plutôt sur une box d'achat. En l'occurrence, on peut très bien ici continuer plus bas, c'est-à-dire nous donner une structure ici en A, B et C, d'accord, qui viennent chercher ça. Tout à fait possible. Encore une fois, là, je pousse un peu loin l'analyse en 1 heure, mais c'est tout à fait une possibilité, c'est-à-dire je corrige ça, je remonte et je corrige à peu près 60% de la descente, et derrière, je fais ce qu'on appelle un 1 pour 1, c'est-à-dire un AB égale CD. En l'occurrence, qu'est-ce que ça voudrait dire ici? Et encore une fois, on va faire un peu du didactique ici, ça voudrait dire faire une ABC comme ceci, et quelque part, ce qu'on va ici chercher, c'est que la B corresponde à peu près à 0,618% de la A. Donc vous comprenez, on met un Fibo et globalement on est à peu près à 0,618 là, hein, si c'est plutôt propre. Le rebond ici au 0,618 est plutôt globalement nickel, entre 0,5 et 0,618. On le touche presque, on est, on va dire, à 40 $ près, un truc comme ça, 20 $ près, 20-30 $. Et ensuite, ce qu'on peut se dire, c'est éventuellement, du coup, est-ce qu'on ne va pas faire un 1 pour 1? Alors, pour ceux qui sont un peu, pas tout à fait, on va dire, rompus à ce qui est... vous pouvez faire ça, tout simplement, reporter votre vague en bas de C, et là, vous aurez bien évidemment la zone de rechargement final. Donc, ici, très bonne zone pour longuer, hein, pour moi, aucun problème là-dessus, quoi. Et puis, pour les autres, vous pouvez utiliser un Fibonacci de prolongation de la tendance, c'est-à-dire que vous cliquez ici sur le A et le B, et vous aurez ici à 100%, très exactement, votre bas de C, 25 944. Personnellement, pour moi, si je devais tabler sur un scénario, ça serait peut-être celui-là, ou alors on tient la 1 heure ici, et effectivement, on n'a pas cette fameuse... Ici, on fait plutôt une sorte... Merde, pardon. Bon, ok. Et autant pour moi, mauvais raccourci. Ou alors on tient la 1 heure et donc du coup on dégage de là par le haut, ou alors on corrige encore un petit peu plus. Est-ce qu'on va perdre les 26? Pour moi, c'est pas encore dans les tuyaux. Je trouve que ce support ici est très fiable, et que le support daily, j'entends, celui-ci. Je trouve que pour l'instant il est très fiable. Maintenant, encore une fois, si j'en viens à taper contre une vitre avec une petite cuillère 4 millions de fois à la suite, il y a peut-être un moment où la vitre, effectivement, elle va péter. Donc, en l'occurrence, au plus, vous frappez à la porte d'un support. Mais ça vaut aussi pour cette résistance qui est ici, hein, d'accord? Donc, en l'occurrence, ici, là, à la 1 heure, ça vaut pour celle-ci aussi. Et puis, en l'occurrence, également dans l'autre sens. En tout cas, on va garder cette box d'achat parce que je trouve que c'est un endroit relativement intéressant pour éventuellement renforcer un long, par exemple, si vous êtes dedans, ou en tout cas, trouver rebond. Vous comprenez ici qu'on est aussi sur des niveaux intéressants. Niveau intéressant qu'on va matérialiser, et du coup on aura passé pas mal de temps ici sur le scalping. Vous voyez ici l'attaque de ce creux. Ce creux, il a une fonctionnalité, c'est de protéger le creux suivant qui est ici. Donc si on attaque ce creux et qu'on rebondit ici sur le 0,618 tout pile, 0,618 étant le 0,618 de toute cette descente là, on va y aller. Et bien du coup c'est tout à fait propre. Deuxième endroit, et je vais pas le garder ce niveau-là, mais puisqu'on a la box, donc du coup on l'a sous les yeux, sinon ça va charger un peu trop. Et puis également, même chose, en fait, finalement, ce creux-là, celui-ci, est censé être une forme de protection du creux suivant, hein, qu'on pourrait retrouver ici en arrière dans la charte. Et donc du coup, ici à l'attaque de ce creux-là, on a théoriquement un endroit où le prix pourrait tout à fait trouver rebond. Sous-entendu,
on va le mettre comme ça, sous-entendu, à cet endroit-là, à peu près, également, on a quelque chose d'intéressant à venir chercher. Vous voyez que ce niveau, il a déjà été retesté, ici, juste tout pile, donc en time frame 15 minutes, si on appelle ça un double bottom, la ligne de coup, pour moi c'est plutôt ici, on va dire, le début d'une vallée, on peut l'appeler comme ça en price action, a été déjà fermé, retesté une fois, donc ce niveau-là a été plus ou moins déjà fermé. Donc ça veut dire que si on revient au contact, il peut nous donner éventuellement une réaction haussière et être fermé une deuxième fois. Voilà, on est aux 15 minutes là, si vous voulez on va faire le 5, mais du coup on se retrouve déjà sur une vidéo de 40 minutes. Vite fait, le 5, le 5 elle est à peu près dans le sens de la 1 minute, donc on est sur quelque chose de baissier pour le moment, pardon, de la 15 minutes, et puis là peut-être qu'on est en train de retourner la structure également. Donc on aura des réponses, pour moi, au contact de la 5 minutes avec cette trend là, déjà une première réponse, et puis donc la question étant, est-ce qu'on va là-bas, ou alors est-ce qu'on va là-bas, ok? Voilà, c'est ça. Donc du coup, vous n'avez pas forcément la direction, mais vous avez les critères de décision, et c'est toujours ça le plus important, en tout cas en ce qui me concerne. Encore une fois, je vous invite à avoir vos propres critères de décision, je vous invite à avoir vos propres décisions, je vous invite à avoir votre propre plan, votre propre manière de voir les choses, je vous invite à avoir une direction préférentielle, je vous invite à avoir un plan, et que tout ça soit bien entendu différent du mien. Ce que je vous apprends maintenant, c'est le fait d'avoir un plan, etc., et toutes ces choses-là, et les outils éventuellement pour les utiliser. Maintenant, bien évidemment, c'est votre argent, donc vous devez avoir votre manière de voir les choses, et on n'a pas tous le même rapport à l'argent, le même rapport au trading, le même rapport au risque, donc bien évidemment vous devez à ce stade-là avoir votre propre scénario et votre propre vision des choses, surtout si vous commencez à suivre la chaîne depuis un bon moment, et pas que ma chaîne, j'imagine que vous éduquez partout ailleurs, donc du coup c'est super. Même si j'aime pas vraiment le terme d'éducation, mais bon voilà. J'ai pour habitude en fin de vidéo de clôturer par une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. En l'occurrence, aujourd'hui, je suis en train d'acheter là un véhicule hybride rechargeable. Alors, c'était pas forcément ce que je cherchais plutôt un hybride tout court, mais j'ai un peu craqué sur un modèle qui me plaisait vraiment. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de ce type de voiture, à savoir mi-essence, mi-électrique. Personnellement, je pensais pas pencher pour ce type de truc là et tout, etc. Mais aujourd'hui j'en ai essayé une et elle est vraiment cool. Donc voilà, l'idée c'est que vous me disiez votre avis. Est-ce que vous êtes plutôt full électrique, plutôt full essence? Moi personnellement ça a du sens. Parce que, en gros, c'est plutôt ma femme qui utilise la voiture. Elle emmène le gamin à 5 km d'ici à l'école. Et puis, elle rentre après. Et puis après, quand on veut partir en vacances, on a juste besoin d'une grande berline dans laquelle on peut mettre les deux enfants et puis tous les sacs. Donc, en l'occurrence, pour nous, c'est à peu près le compromis idéal. Voilà. Et après, moi, personnellement, j'ai un véhicule qui est plus un véhicule utilitaire dans lequel je peux balancer plein de choses et voilà, et ça me correspond tout à fait. J'ai vraiment pas du tout le show-off en bagnole, même si j'adore les voitures. Et je suis plutôt voiture de collection moi personnellement, donc j'ai voilà quelques voitures de collection, mais qui sont pas du tout en mode show-off, qui sont plutôt des genre Peugeot 403 ou des vieilles Lada Niva, ce genre de choses. Bref, toujours est-il que quoi, oui, qu'est-ce que vous pensez de ce type de véhicule? Et puis du coup voilà, n'hésitez pas à dire votre avis, est-ce que vous en avez une, etc. Je sais que ça rajoute du poids, je sais que c'est pas forcément le truc ultime, mais sincèrement pour moi 30 km d'autonomie c'est parfait. On a les panneaux solaires, donc ça nous coûte rien, la voiture elle se recharge toute seule, elle va décoter, mais bon, c'est pas extrêmement grave parce que la décote finalement elle sera bouffée par tout ce qu'on n'a pas dépensé en essence. Donc personnellement, je pense que pour nous, c'est une utilisation qui est relativement idéale. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Désolé, vidéo encore un petit peu longue, 43 minutes. J'aimerais bien revenir au format de 25-30 minutes, mais j'y arrive pas. J'en suis relativement incapable. Et j'ai pas du tout envie de monter mes vidéos. Donc voilà, à partir de là, je fais des grands monologues. Des fois, c'est peut-être intéressant, des fois, ça l'est pas pour d'autres. Mais c'est comme ça, il faut s'habituer ou alors se désabonner. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain. À très bientôt. Ciao.